Comment contacte-t-on une société initiatique? Une société secrète? Qu'est-ce que cela implique? Et tout d'abord, comment fait-on pour les contacter? Où les contacte-t-on? Si ces sociétés sont secrètes, par exemple. Il y a une foule de questions qui se posent. Tout d'abord, qui sont ces personnes qui sont dans des sociétés de ce genre? Pourquoi y sont-elles? Est-ce que ce sont des sectes? Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qu'on y apporte? Qu'est-ce qu'on nous y apporte? Doit-on se méfier? À qui peut-on faire confiance? Comment procède-t-on? Voilà une foule de questions qui se posent, que je me suis posées et pour lesquelles j'ai cherché des réponses. Alors je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, je ne dis même pas que mes réponses sont justes. Mais dans cette vidéo, je vais partager les réponses qui sont les miennes, qui peuvent peut-être être utiles à certaines personnes qui se posent les mêmes questions. La première question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir quelles sont tout d'abord ces sociétés initiatiques. Parce que lorsque l'on se renseigne, on comprend très vite qu'il y en a un certain nombre qui sont différentes et qui ont donc différentes approches de différentes questions. Il y a donc d'abord des questions qui sont abordées. Et ensuite, il y a différentes manières d'aborder différentes questions. Mais ne connaissant pas ces sociétés, nous ne savons ni les questions qu'elles abordent, c'est-à-dire leur spécificité, ni leur manière d'aborder ces questions, ni l'approche qu'elles en ont. Il y a des sociétés qui ont une certaine approche spirituelle, dans lesquelles il faut être croyant, par exemple. Certaines demandent à ce que l'on croie en une déité. Ce sont des sociétés déistes. D'autres demandent à ce que l'on croie en une certaine déité, que l'on peut appeler Dieu, par exemple. Ce sont des sociétés théistes. D'autres, par contre, ne demandent pas que l'on ait des convictions religieuses particulières, ce qui n'est pas exclu pour autant. Mais cela n'est pas obligatoire, alors que dans d'autres, cela est obligatoire. Il y en a d'autres dans lesquelles les convictions spirituelles, voire religieuses, ne sont pas un sujet, mais où les sujets qui sont abordés sont plutôt des sujets sociétaux. Il y a ensuite la sensibilité sociale que l'on a. Certaines personnes ont une certaine sensibilité, on va dire par exemple que pour ce qui concerne la politique, auront une sensibilité de gauche, d'autres auront une sensibilité de droite, d'autres n'auront pas spécialement de sensibilité politique. Cela peut intervenir dans la manière d'approcher d'autres problèmes dans différentes sociétés initiatiques. Cela peut être le cas, comme cela peut ne pas être le cas. Et ensuite, il y a les sujets abordés avec une sensibilité de fond, à la fois spirituelle et sociale. Et les sujets sont relativement divers et variés. Et enfin, il y a certaines sociétés qui fonctionnent par évolution graduelle. Donc dans les premiers degrés d'évolution, on va trouver ces sociétés présentes dans les médias, présentes sur le net. Ce seront donc des sociétés discrètes qui, sans se montrer particulièrement, peuvent quand même être trouvées. Et ensuite, il y a les degrés d'évolution qui suivent ces premiers degrés, qui ne seront accessibles que des personnes qui ont déjà gravi les premiers degrés. Ce seront donc des sociétés parfois détachées administrativement, qui seront totalement secrètes, dont on ne pourra pas connaître l'existence si l'on n'a pas intégré et franchi les premiers degrés d'évolution. Et il peut ainsi y avoir différentes strates d'évolution, encore d'autres degrés encore qui se trouvent encore en arrière-plan, encore plus secrets, dont n'ont connaissance que des personnes qui ont atteint un haut degré d'initiation. Cela existe. Voici donc ce que l'on peut dire en préambule de ces sociétés en général.
La question à présent de les contacter. Tout d'abord, la question qui se pose est de savoir qui contacter. Pour cela, le mieux est de connaître des personnes qui connaissent ces sociétés, soit en les ayant fréquentées, soit pour avoir fréquenté des personnes qui les ont fréquentées et qui nous en dévoilent ce qu'il est possible d'en savoir de l'extérieur. À partir de là, selon la sensibilité que nous avons, les personnes qui se trouvent à l'intérieur de cette société pourront éventuellement nous orienter dans différentes voies qu'ils connaissent mais que nous ne connaissons pas. Ils pourront éventuellement aussi nous orienter vers d'autres sociétés. Je prends par exemple le cas de la personne qui est relativement croyante, pour qui la religion est un paramètre important, quelle que soit sa religion d'ailleurs. Et bien dans ce cas-là, il pourra avoir des aspirations spirituelles qui l'amèneront à essayer de comprendre comment fonctionne la vie, comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'univers. En bref, il pourra chercher à en savoir plus que ce que l'on nous dit au niveau le plus superficiel de la vie. Mais le paramètre de l'approche religieuse devra être pris en compte, car l'approche ne sera pas la même selon s'il rentre dans une société initiatique où celle-ci est importante, je prends l'exemple par exemple des Templiers, ou s'il rentre dans une société initiatique, une société philosophique, dans laquelle la majorité des adhérents seront des athées, pour qui la religion n'est non seulement pas quelque chose d'important, mais quelque chose de quasiment tabou, comme cela arrive parfois. Donc il y a un petit peu de tout, et il faut trouver son chemin. Pour cela, il faut donc tout d'abord prendre conscience de ce que nous sommes, de nos propres convictions, car on n'en a pas forcément conscience. Ces convictions peuvent être des limites temporaires, mais qu'il faudra prendre en considération au moins dans les premiers pas. Il y a donc ces convictions spirituelles, voire religieuses, les convictions sociales, voire sociétales, à prendre en considération essentiellement. Il y a également d'autres critères. Si l'on prend par exemple certaines associations où les adhérents ont un niveau de vie extrêmement élevé, comme c'est le cas de certaines sociétés, bien entendu, la personne qui aura un niveau de vie beaucoup plus modeste pourrait se sentir à l'aise d'un point de vue spirituel, d'un point de vue des recherches, mais fatalement, sur le plan de la vie, il n'aura pas la même approche que les autres, et cela, à un moment donné, posera problème. Lorsque l'on a un salaire modeste qui va du SMIC à 2500 € par exemple, et que l'on fréquente des personnes avec un revenu mensuel de 10 000 ou 20 000 €, forcément on ne va pas parler des mêmes week-ends, on ne va pas parler des mêmes vacances, on n'aura pas le même véhicule, on n'aura pas le même train de vie. Cela ne veut pas dire que l'on ne pourra pas avoir la même approche pour certaines recherches. Mais il y aura des obstacles difficiles à franchir, et il est préférable dans ce cas-là, non pas de faire une sélection sociale, mais pour le bien-être de chacun, de se retrouver entre personnes qui se sentent bien, qui ont des affinités, et en tout cas, pas des points d'achoppement qui peuvent séparer de manière à se consacrer à l'évolution propre à la société dont il est question. Cela fonctionne un petit peu pour toutes les associations, les syndicats, où la notion d'affinité élective est très importante. Si l'on veut évoluer, il est préférable de le faire dans un contexte qui nous convient, plutôt que de le faire dans un contexte totalement étranger, qui pourra parfois être ressenti comme hostile. Tout cela peut être assez complexe à comprendre, cela peut également aussi surprendre, cela peut soulever des questions. On peut se demander si tel ou tel point est acceptable. J'ai essayé de creuser cette question, et la réponse qui m'est apportée régulièrement est que chacun est libre et qu'il doit avancer là où il se sent bien. Et je trouve cette réponse relativement satisfaisante, en ce sens que la notion de liberté est une notion qui, je l'avoue, m'est très chère. Cette notion de liberté m'est très chère, cela est vrai, car dans ces différentes sociétés, à partir du moment où certaines affinités entre les adhérents
Et demander d'une certaine manière, cela revient quasiment à empiéter sur la liberté des adhérents qui peut-être se sentiront un petit peu obligés de coller à une sensibilité avec laquelle parfois ils peuvent diverger. Et cela peut être une limite à notre liberté. Et j'ai abordé cette question dans une vidéo précédente de manière à vraiment décortiquer la notion de liberté au sein des différentes sociétés qui peuvent exister jusqu'au point ultime où notre liberté n'est plus présente, et c'est ce que nous trouvons dans le cas des sectes. Pour clore cette question de la différence entre les sociétés initiatiques, les associations, les clubs et les sectes, la réponse qui est régulièrement donnée et qui me satisfait pleinement est la suivante. Pour entrer dans une association, un club, une société initiatique, il faut remplir un certain nombre de conditions afin de s'assurer que la personne va être en adéquation avec la société et l'association dans laquelle elle rentre. Cela est donc difficile. Par contre, pour en sortir, cela est très simple et cela est stipulé dans les conditions de toutes ces associations. Il suffit d'une simple lettre recommandée au président de l'association pour donner sa démission et aucune explication n'est jamais donnée. J'ai moi-même adhéré à différentes associations, desquelles j'ai eu par la suite démissionné pour poursuivre mon chemin ailleurs, pour différentes raisons, et je confirme que les choses se sont toujours passées de la même manière. On envoie une lettre recommandée au président pour donner sa démission, on reste en très bons termes avec les membres de cette association que l'on a pu fréquenter pendant un certain temps, parfois pendant plusieurs années, mais absolument jamais personne n'est venu me demander des comptes ou les raisons pour lesquelles je ne voulais plus adhérer à cette association. Exactement comme dans les clubs de sport, par exemple. Et à contrario, pour entrer dans une secte, cela est très facile. Par contre, pour en sortir, cela est beaucoup plus compliqué, voire parfois impossible. Et là est la différence entre les associations, les clubs, les sociétés initiatiques, les sociétés philosophiques et les sectes. J'ai développé ce sujet dans une vidéo précédente et je le rappelle ici car cela est très important à dire et à préciser, car c'est vrai que c'est une question qui avait été importante pour moi et pour lesquelles il m'a fallu des réponses dès le départ, car je ne voulais pas m'engager dans une voie qui pouvait me paraître dangereuse. Et cela est tout à fait légitime. Ensuite vient la question de savoir quelles sont les spécificités de ces différentes sociétés, la spécificité de ces différents clubs. Alors je dirais qu'il y a des voies particulières et que dans ces différentes voies, il y a des branches qui correspondent à des sensibilités différentes. Prenons par exemple le cas du syndicalisme. Si l'on prend les syndicalismes, il s'agit majoritairement de syndicats de gauche. Et si l'on considère des syndicats comme le syndicat FO, comme la CGT, comme la CFDT, etc., eh bien tous ces syndicats ont la même optique de revendication pour protéger le travailleur, pour protéger ses droits, lorsque cela est nécessaire, mais les approches sont différentes. Les sensibilités sont légèrement différentes. Et c'est ce qui fait que les personnes qui sont intéressées par cette voie-là vont choisir une sensibilité plutôt qu'une autre. Encore faut-il qu'ils soient prévenus des sensibilités de ces différentes voies et qu'ils puissent approcher le syndicat qui correspond le mieux à sa sensibilité. Et le problème que l'on peut rencontrer, c'est que lorsque l'on rencontre quelqu'un qui est sympathique, qui nous propose sa voie, eh bien souvent nous adhérons à cette voie sans avoir vérifié si cette voie nous correspondait véritablement. Et c'est là qu'après un certain temps, on se rend parfois compte que l'on n'a pas choisi le bon syndicat, le bon club, la bonne société initiatique qui correspond le mieux à notre aspiration. Prenons un autre exemple, l'exemple des clubs services tels que par exemple le Lions Club, le Rotary Club, le Kiwani, l'Ambassador Club, etc. Il y en a une foule qui sont tous extrêmement intéressants, mais qui ont tous une approche différente et dont chaque approche correspond plus
à certains qu'à d'autres. On ne peut donc pas dire qu'il y en ait qui soient mieux que les autres. Certains sont plus connus, certains sont plus visibles, mais il n'y en a pas un qui va être mieux qu'un autre. Il n'y a que des approches qui vont être différentes et correspondre plutôt aux uns qu'aux autres. Prenons l'exemple plus ancien des sociétés chevaleresques, par exemple à l'époque des croisades. Il y en avait une foule, mais les principales étaient les Templiers, les Hospitaliers, les Chevaliers Teutoniques, etc. Ces différents ordres, puisqu'il s'agissait là d'ordres militaires et religieux, avaient une approche différente et les uns, aussi bien que les autres, se complétaient en proposant aux uns et aux autres des sensibilités différentes que l'on pouvait choisir, à supposer que l'on avait le choix de la voie que l'on choisissait. Et il en est exactement de même des différentes approches initiatiques telles que la franc-maçonnerie, le rosicrucianisme, le martinisme, etc. Il y en a également un très grand nombre, de même qu'il y a un certain nombre de syndicats, de partis politiques. Les objectifs sont différents, les approches sont différentes à chaque fois, avec des sensibilités qui sont à chaque fois différentes. Il importe donc surtout de déterminer ce qui nous motive dans la vie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie de participer avec d'autres personnes qui ont les mêmes envies que nous. Et à partir de là, il importe de connaître les différentes voies possibles, les différentes sensibilités, pour ne pas perdre de temps avec des voies qui soit ne nous correspondent pas vraiment, soit ne nous correspondent pas du tout. Car cela, de toute façon, est toujours voué à l'échec et à de grosses déceptions. Je conclurai donc ainsi. Lorsque l'on a l'aspiration de faire quelque chose de sa vie, en plus du travail et de la vie familiale, et que l'on a envie que cela se fasse en groupe, avec d'autres personnes, il faut prendre le temps de déterminer ce qui nous intéresse. Il peut s'agir de sport, il peut s'agir de revendications sociales, il peut s'agir d'évolution personnelle, il peut s'agir de recherche ésotérique, il peut s'agir de toute une foule de choses, mais il faut le définir. Il faut ensuite définir quelles sont les approches possibles, quelles sont donc les branches possibles, et ensuite, dans chaque branche, quelles sont les sensibilités possibles, afin de bien déterminer la voie à emprunter. Une fois que cela est déterminé, il faut trouver si ce qui nous intéresse existe. Et c'est généralement le cas. Le plus difficile est peut-être de trouver le contact avec une personne qui connaît cette voie et qui peut nous en parler. Soit parce qu'elle connaît quelqu'un avec qui elle est en contact et avec qui elle a pu suffisamment en parler, soit parce qu'elle-même a emprunté cette voie. Il faut savoir que certaines voies sont donc discrètes, comme je le disais au début, et que d'autres sont secrètes. Et qu'à partir de ce moment-là, les membres de ces sociétés ne vont pas s'afficher. On se demande souvent pourquoi. Parce qu'on se dit qu'à notre époque, si certaines personnes se cachent, c'est qu'elles doivent avoir quelque chose à cacher. Et qu'il peut donc y avoir quelque chose de répréhensible. Mais ce n'est pas du tout comme cela que cela fonctionne. La raison est beaucoup plus simple que cela et je vais l'expliquer ici, en quelques mots. Il faut pour cela remonter à quelques faits historiques. Il y a eu des sociétés philosophiques dans l'histoire où les adhérents réfléchissaient. Et lorsque l'on réfléchit, on remet forcément en question des choses qu'il n'est pas forcément bon de remettre en question. Pensons par exemple à l'Allemagne nazie ou à l'Union soviétique de Staline, par exemple, à certains autres régimes d'Amérique latine, et il y en a bien d'autres. Il est facile à comprendre que ne serait-ce que réfléchir à certains sujets sociétaux ne sera pas en odeur de sainteté dans ces régimes-là et peut très vite devenir très dangereux. Rappelons par exemple que dans l'Allemagne nazie, les camps de concentration ont tout d'abord été construits pour les personnes faisant partie de ces sociétés-là. Car les personnes qui réfléchissaient étaient des personnes qui remettaient en question, et donc des personnes nuisibles, car dangereuses, qu'il fallait mettre hors d'état de nuire. C'est ainsi que 2 à 3 millions d'intellectuels en Allemagne ont fui l'Allemagne nazie, sentant tourner le vent. Ceci est donc la raison pour laquelle il est resté traditionnellement de mise de ne pas trop s'afficher lorsque l'on réfléchit à certains sujets
qui peuvent fâcher dans des pays où la liberté n'est pas vraiment ce qui caractérise ce pays. Voici donc l'explication pour laquelle certaines sociétés préfèrent rester discrètes dans tous les cas et parfois secrètes. Car cela permet de protéger ses membres, tout simplement parce qu'ils veulent être libres de réfléchir aux sujets sur lesquels ils ont envie de réfléchir, sans être mis en danger ou sans que leur famille soit mise en danger. Et rappelons quand même que ce sont ces personnes-là qui ont régulièrement, tout au long de l'histoire, permis des avancées sociales, sociétales. Si les femmes en France ont vu leurs conditions s'améliorer, ont acquis de nouveaux droits, c'est comme cela qu'elles ont acquis le droit de vote, qu'elles ont acquis le droit de divorcer, que l'avortement est devenu un droit et que bien d'autres droits ont été acquis. Il en est de même pour bon nombre d'évolutions sociales, mais également sociétales. J'espère avoir répondu dans cette vidéo aux principales questions qui se posent aux personnes qui sont intéressées par cette notion d'association, club, société philosophique discrète, secrète, et qui manquent de réponses. Alors je n'aurai certes pas abordé toutes les questions, ni apporté toutes les réponses, mais j'espère que le peu que j'aurais pu faire rendra service à quelques personnes.